Kagame veut le réaliser. C'est un héritage qu'il a reçu. Ses parents ont dû lui raconter ça, lui dire, fils, si tu avais la possibilité de le faire, tu seras un héros pour notre ethnie, pour les Tutsis en fait. Tout ce qui se passait, tout ce qui se disait au sein de l'armée congolaise, lorsque le M23 attaquait, était connu à Kigali le même jour. Kabarebe contrôlait et dirigeait l'armée à partir de Kigali. Tant que Kagame sera au pouvoir, l'homme que je connais, Kagame, tant qu'il sera au pouvoir au Rwanda, la RDC ne connaîtra pas la paix. Rubaya, les mines de coltan de Rubaya, comme vous le savez, elles représentent 20% du coltan mondial. Donc le Rwanda seul, aujourd'hui, qui occupe Rubaya avec son armée et ses supplétifs, exploite 20% du coltan mondial à son profit. C'est le Rwanda qui exploite, qui vend et qui bénéficie des retombées économiques et financières de Rubaya. Kagame l'avait d'abord, il a pris sous son aile avant 96. Joseph Kabila a travaillé avec Kagame au sein du FPR. C'était un militaire du FPR. Ceux qui connaissent le domaine militaire vous diront, mais Kabila, il était rwandais en ce moment-là, ou alors il était mercenaire au service d'une armée étrangère. Toujours est-il qu'il est parti au Congo avec son père, avec Kabarebe, qui était son parrain. Kabarebe parle avec tous ses officiers ou sous-officiers des anciens du FPR, parce que pour la plupart, ils se sont battus au sein du FPR contre le régime de Habyarimana avant d'être transférés en RDC, au Zaïre, avec Laurent Désiré Kabila. Ce sont des militaires du FPR qui sont aujourd'hui des colonels, des généraux, des majors et autres au sein de l'armée congolaise. Nous aborderons une seule question d'actualité ayant trait à la situation qui oppose la République démocratique du Congo et les Rwandais avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda et ambassadeur du Rwanda en France, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Bonjour, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Info 243 au cœur de l'actualité. Bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex. Nous aborderons une seule question d'actualité ayant trait à la situation qui oppose la République démocratique du Congo et les Rwandais avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda et ambassadeur du Rwanda en France, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Bonjour, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Bonjour, cher ami Raphaël Walkonka. C'est un plaisir de vous avoir en duplex aujourd'hui pour parler de nos pays. À quel moment et pour quelles raisons les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont détériorées, alors que ces deux pays étaient amis à l'époque du président Habyarimana? Et mon doute. Merci d'abord de m'avoir invité parce que ce n'est pas souvent que je travaille avec des chaînes congolaises de Kinshasa ou d'ailleurs. Hein. C'est vraiment difficile de pouvoir se connecter alors qu'il faudrait établir une synergie médiatique. Nous avons les mêmes publics, nous avons les mêmes sujets à débattre. Alors, je vais déjà entrer en matière. Les relations entre le Rwanda et le Zaïre de l'époque, le Congo d'abord, hein, en 1960, le Rwanda, lui, n'existe pas encore sur le plan de la souveraineté, parce que l'indépendance du Rwanda, c'est 1962. Mais moi, j'ai connu cette période, j'étais encore un jeune enfant de 9 ans quand même, quand le Congo a eu son indépendance. Moi, je suis un peu à cheval sur Bukavu et Tchangougou. Mon père travaillait à Bukavu. C'est-à-dire que j'ai passé une bonne partie de ma vie, en fait, à naviguer entre Bukavu et Tchangougou en face. Même les messes du dimanche, avant, quand on n'avait pas encore de mission de paroisse, c'était au collège Notre-Dame de la Victoire à Bukavu ou à la cathédrale de Bukavu. Donc, l'hôpital, le médecin, c'était Bukavu.
Moi, je peux dire que j'ai vécu une partie de ma vie à dépendre des bonnes relations ou des mauvaises relations entre les deux pays. Ensuite, j'étais étudiant à Kinshasa, à l'UNASA, sur le mont en bas. Et donc, j'ai vécu des années vraiment de bonheur, où les relations, effectivement, étaient parfaites entre le Rwanda et le Zaïre de Mobutu. Et puis, je me suis rendu à plusieurs reprises dans des missions au Zaïre, à Badolit, à Kinshasa et ailleurs. Je peux vous dire que quand je traversais la frontière ou quand je prenais l'avion vers Zaïre ou un autre avion, je ne me sentais pas à l'étranger. Mais alors, pas du tout. Parfois, c'est même en arrivant à Kigali que je me sentais un peu étranger parce que j'ai pas beaucoup vécu à Kigali. 5 ans maximum. Et je peux vous dire que les relations étaient parfaites dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Surtout, elles ont suivi le fil de l'évolution de la CEPGL. Vous savez, Mobutu, on a beau dire ou parler de lui parfois négativement, mais c'est lui qui avait vraiment aidé la région à vivre ensemble à travers la CPGL et d'autres institutions économiques ou autres, en tout cas, qui tournaient autour de cette idée de fédérer les énergies des 3 pays de l'ancienne colonie belge, le Congo, c'est-à-dire le Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Tout est bien jusqu'en 1990, si je puis dire. Même après, d'ailleurs, jusqu'en 1994. Parce que lorsque le Rwanda est attaqué en octobre 1990, le président Habyarimana, bien sûr, demande à Mobutu de l'aider parce qu'il n'était pas, il a été surpris par cette attaque qui venait d'Ouganda, un pays puissant. Et Mobutu a envoyé le général Maele avec des commandos. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a pu, au départ, arrêter l'avancée des rebelles du FPR, de Kagame. De là, la rancœur de Kagame et du FPR en général à l'encontre de la RDC actuelle. Récemment encore, Kagame l'a dit, il a dit, et Kabarebe le rappelle à qui veut l'entendre, que le Zaïre de Mobutu avait aidé les Hutus. Il y a 2 jours encore, le président Museveni, à la réunion du sommet du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le président Museveni l'avait dit publiquement à l'ouverture de la conférence en disant que Mobutu avait aidé les extrémistes Hutus et que c'est la cause des mauvaises relations actuelles entre le Rwanda et la RDC. Bien sûr que c'est un mensonge. Mais Museveni, comme c'est lui qui avait envoyé ses boys, ces garçons, qui sont venus finalement chambarder la géopolitique de toute la région, Museveni a gardé cela en tête, Kagame a gardé cela en tête. Ils en veulent à la RDC, mais c'est un alibi une fois encore, d'avoir aidé le Rwanda à arrêter la progression des rebelles venus du Rwanda en octobre 1990. Mais ensuite, l'armée congolaise s'est retirée immédiatement. Seuls sont restés les Français et un peu les Belges, sauf que les Belges ont fini par repartir aussi. Mais je peux dire que la mauvaise graine était plantée en ce moment-là. Ok. Et Depuis, puis en 1994, le président Habyarimana est assassiné avec son homologue burundais par le FPR, et Mobutu le sait. D'ailleurs, il avait prévenu le président Habyarimana, il avait dit ne va pas à Dar es Salaam parce qu'il y a un projet d'assassinat en cours. Honoré Ngbanda qui participait à la rencontre entre Mobutu et Habyarimana quelques jours avant le voyage de Dar es Salaam de Habyarimana, Honoré Ngbanda a tout raconté avec détail. Ce que Mobutu a dit à Habyarimana, et Habyarimana a dit je suis sous pression de la région, il faut absolument que j'aille à Dar es Salaam. S'il avait écouté Mobutu, c'est trop tard aujourd'hui, il ne serait peut-être pas mort. Et Mobutu n'a jamais pardonné ça, bien sûr,
euh, à la rébellion du FPR. Et ma foi, ça a provoqué tout ce que ça a provoqué. C'est là, je pense, que les mauvaises relations ont commencé. À l'arrivée du régime de Paul Kagame au pouvoir à Kigali, après la prise du pouvoir en juillet 1994, Kagame a sabordé tout de suite la CPGL. Il n'en a plus voulu. Vous voyez déjà, au niveau de la tripartite, puisqu'on l'appelait la tripartite, la CPGL est morte parce que Kagame n'en voulait plus. Parce que pour Kagame, les pays francophones qui se trouvaient à l'ouest du Rwanda, ce n'était pas intéressant. Il fallait rester à l'est, en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. C'est ça la logique. Jusqu'en 1996, où ils ont attaqué le Zaïre pour faire tomber le régime de Mobutu. C'était toujours dans la même logique, mais là, ils avaient aussi, je pense, des suggestions venues d'outre-Atlantique hein, et de certaines puissances occidentales pour renverser Mobutu et se saisir des richesses fabuleuses du Zaïre RDC, en se servant bien sûr de Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui s'est passé. Et voilà. Depuis, on n'a pas connu la paix dans la région. Alors qu'avant, c'était une sorte de paradis géopolitique. Les pays de la CPGL et la région, c'était un petit paradis, ou un grand paradis. La paix régnait. Ouais. Vous avez connu l'heure avant l'indépendance, la période avant l'indépendance. Euh, Entendre aujourd'hui le président rwandais Paul Kagame réclamer les terres en la République démocratique du Congo. Comment réagissez-vous? Comment vous analysez ces discours? Bon, vous savez, moi, la première interview que j'ai donnée en quittant le Rwanda en 1994, parce que j'ai quand même transité au gouvernement de Kigali, et Kagame était vice-président, moi j'étais ministre des Affaires étrangères. La première chose que j'ai constatée en arrivant, c'était le bellicisme et le suprémacisme. Alors qu'ils étaient encore des rebelles qui viennent de prendre le pouvoir, mais ils avaient déjà des rêves de conquête. Et c'était un régime belliciste. Et je m'étais ouvert sur ça à mon ancien collègue euh, congolais, qui était encore zaïrois. Je lui ai dit, j'ai l'impression que, après un mois, hein, à Kigali seulement, hein, on s'est retrouvé à Addis Abeba et je lui ai dit, cher ami, cher collègue, eh bien, je crois que ça ne marchera pas entre nos deux pays parce que Kagame en veut au Congo dès le départ. Hmm. Et donc, quand il a commencé à agresser la RDC, j'ai compris que c'était trop tard. Avant l'indépendance, tout se passait très bien. On était dans le même ensemble administratif et politique. Congo, Rwanda, Burundi. Après l'indépendance, je veux dire, l'équipe a continué. L'équipe a continué. Nous, vous savez, entre Bukavu et le Rwanda, parce que c'est la frontière que je connaissais le mieux ensuite depuis 1963, j'étais aussi à Goma, Goma-Gisenyi. J'étais jeune étudiant, jeune élève en fait, étudiant, dans un séminaire du Nord. Il n'y avait même pas, jusqu'en juin 60, il n'y avait pas de barrière à la frontière. On traversait pour aller à la messe, je vous ai dit, pour aller voir notre médecin de Bukavu, pour aller tous les services, parce que nous, on n'avait pas de grande ville en face, c'était Bukavu. Il y avait pas de douane, il y avait rien. Et après, on a vu arriver des policiers, des agents de douane, et la vie a changé, bien sûr. Mais au moins, on pouvait passer en montrant ses cartes d'identité et tout le reste. Donc ça marchait bien. Mon père a continué à travailler à Bukavu, à la BCB, jusqu'en 1967, par exemple. Il partait tous les matins, il rentrait tous les soirs, sauf un moment où on a été obligé de rester au Bukavu pendant quelques mois, toute la famille. Mais sinon, c'était la paix. C'est le terme qui convient pour désigner la situation qui régnait entre le Rwanda et le Zaïre ou le Congo d'avant Zaïre. Avec le Burundi, c'était la même chose, moins quand même, parce que
à Bujumbura, il y avait un régime qui n'était pas en symbiose avec celui de Kigali. Pour des raisons ethniques, ça, on ne va pas y revenir aujourd'hui, c'est une longue histoire, mais au moins régnait la paix. Les deux pays ne se sont jamais agressés ouvertement, parfois des polémiques radiophoniques, hein, quand il y avait des crises ethniques dans chaque pays, mais sinon, après, on vivait en paix. Il faut le dire, il faut le souligner. Voilà la situation de l'époque, c'était ça, c'était la paix, c'était pour un enfant. Est-ce que euh, on avait un contentieux entre les deux pays avaient un contentieux en termes de frontières. Est-ce qu'il y avait un problème? Parce que Paul Kagame réclame des terres à la République démocratique du Congo. Ça, c'est une mégalomanie géopolitique qui n'a aucun sens. Parce que je vais vous dire, chez moi, par exemple, en face de Bukavu, justement, toute la région du sud-ouest du Rwanda, jusqu'en 1910-11, vous pouvez demander au professeur Ndawel, par exemple, qui connaît bien cette histoire, hein, l'histoire de la région et des frontières entre les deux pays. Nous, nous étions, euh, nous étions une partie du groupe Bashi, parce qu'il y a deux provinces entières du sud-ouest, Busozo Bukunzi et Bugarama d'ailleurs, qui n'appartiennent pas au royaume du Rwanda. Déjà là, Kagame, il ne le dit jamais. Ce sont les Allemands puis les Belges qui ont découpé cette partie et qui l'ont accolée au Rwanda. Donc dans cette logique de Kagame, nous serions en bon droit, par exemple, de dire, ben, écoutez, arrêtez, sinon nous aussi nous voulons revenir des Congolais. Puisque cette partie appartenait au Congo belge, à travers le royaume du Bouchi. Mais les Belges ont ensuite découpé, ils ont changé le tracé des frontières et ils ont accolé ça au Rwanda. Ça, c'est l'histoire. Il y a des accords qui ont été signés entre les Belges et les Allemands, ensuite les Belges et le royaume du Rwanda pour lui donner cette partie. Donc, il ne faudrait même pas parler de toutes ces hypothèses frontalières, parce que du moment que le Rwanda a accepté d'être membre de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, dont la charte interdit de toucher aux frontières héritées de la colonisation, à partir de ce moment-là, Kagame n'a pas le droit de le dire. Je me demande toujours pourquoi l'OUA ou pourquoi l'Union africaine ne lui tape pas sur les doigts. Mais Il viole la charte. il va au-delà de la République démocratique du Congo. C'est la même question aussi qu'il évoque, par exemple, avec le Burundi. Tout à fait. Mais Avec le Burundi, est-ce qu'il il n'a pas une notion d'histoire, il se trompe ou il est fait exprès? il fait exprès. Il fait exprès, mais il a aussi des conseillers qui l'induisent en erreur, je pense. Comme Kagame n'est pas très instruit, hein, euh, vous savez, Kagame c'est un arrière-petit-fils de la famille royale, dont le dernier roi qui a osé attaquer le Bushi, Bunyabungo, c'est l'arrière-grand-oncle ou le grand-parent de Kagame. C'est le père du roi qui a régné sur le Rwanda jusqu'en 1931 ou 32. Ensuite, parce que la mère de Kagame était la sœur de la reine du Rwanda, celle qui a été tuée en 1994. Mais au-delà de ça, Kagame appartenait à cette lignée féodale. Et ce sont des gens qui n'ont jamais renoncé à quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce que le roi Rwabugiri n'a pas réussi, c'est-à-dire à occuper le Bushi, une partie de l'est du Congo, et le nord aussi, du côté de Massissi et autres, Kagame veut le réaliser. C'est un héritage qu'il a reçu. Ses parents ont dû lui raconter ça, lui dire, fils, si tu avais la possibilité de le faire, tu seras un héros pour notre ethnie, pour les Tutsis en fait. Voilà, il y a ça. Ce n'est pas juste une boulimie expansionniste moderne, non. C'est un héritage que Kagame a reçu et il a mandat, il a mission de le faire pendant
le cours de sa vie, pendant qu'il est en vie, il essaye de le réaliser. Mais en même temps, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a les ressources de la RDC. Justement, il dit que la partie riche de la RDC appartenait au royaume du Rwanda d'avant la colonisation. Vous vous rendez compte? Alors que le Rwanda n'existait même pas. Avant 1960. Non, enfin, avant 1960, le Rwanda Avant 1962. était sous tutelle, hein, il était sous tutelle, mais avant 1885, Hmm. le Rwanda d'aujourd'hui n'existait pas. C'était un petit royaume du centre du pays. Le reste des territoires, des régions ont été ajoutés progressivement. Ouais, donc, en définitive, on pourrait lui dire, Monsieur Kagame, c'est quoi le Rwanda au fait? Dans votre tête, c'est quoi le Rwanda? Le Rwanda existe depuis quand? Nous, par exemple, dans la préfecture du sud-ouest, de Tchangougou, en face de Bukavu, en face du Kivu, en fait, on pourrait lui dire, mais nous sommes qui dans ce cas-là? Si vous voulez qu'on revienne à la case départ, alors nous aussi, nous allons poser le problème de notre souveraineté parce que nous n'appartenons pas au royaume du Rwanda à l'époque. Nous acceptons l'indépendance, nous sommes membres, nous faisons partie intégrante du Rwanda. Mais s'il commence à vouloir chambarder les frontières, la question pourrait se poser au nord et au sud du Rwanda. Alors, ces deux peuples sont appelés à vivre ensemble. Tout à fait. Et est-ce que ce genre de situation, ou la situation actuelle, pourrait impacter négativement le type de relation entre ces deux peuples? Ah ben, c'est déjà fini. Je vous assure que pour un Congolais de l'Est, lui parler encore de bien vivre ou de vivre ensemble avec les Rwandais, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, la méfiance est installée. Quand vous allez à Bukavu ou à Goma, il y a eu trop de sang. Aujourd'hui, ça se poursuit. Des gens viennent du Rwanda et sont désignés administrateurs ou comment on les appelle encore, administrateurs de territoire ou de province Mhm. à Goma. Et ils sont des Rwandais Mhm. et ils se comportent comme des gens, un territoire conquis, quoi. Ils tuent qui ils veulent. Comment voulez-vous que la population locale puisse leur pardonner ça? Comment voulez-vous que les Wazalendes, dont les parents ont été pour la plupart exterminés, dont les femmes, les filles ont été violées pendant une trentaine d'années depuis maintenant, enfin 28 ans en tout cas depuis 1996, comment voulez-vous qu'ils pardonnent tout ça s'il n'y a pas un exercice de réconciliation véritable et, vous savez, de réparation, comme le dit le docteur Denis Mukwege. Mhm. La justice, elle est indispensable. Avant toute réconciliation, il faut qu'il y ait un exercice de mémoire, de justice et de réparation. Or, voyez-vous, par exemple, ici en France, récemment encore, lorsque un groupe d'artistes congolais et autres ont voulu rendre hommage aux victimes du génocide du Nord Kivu et du Congo en général, l'association des rescapés Tutsis du Rwanda a protesté, l'ambassade du Rwanda à Paris a protesté, ensuite ils ont été soutenus par quelques autorités françaises et par la francophonie de Madame Louise Mshikiwabo. Eh bien, le concert a été reporté ou annulé. Mais bon, pas annulé complètement, mais le jour où il devait se tenir, il n'a pas eu lieu. Il a dû être reporté à une autre fois. C'était avec nos amis, les jeunes, ouais, le maître Gims avec son frère, Gailleux et les autres. Mhm. Nous, on avait plaidé, on avait lancé un plaidoyer pour laisser ce concert se tenir dans nos organisations, avec les organisations congolaises de France et de Belgique. Et ça n'a pas marché. Tout ça, ça s'accumule et ça provoque bien sûr des rancœurs qu'il sera difficile de déraciner. Très difficile. Est-ce Et qu'il- moi, je le dis, peut-être que je ne serai pas là pour participer à cet exercice. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de la... Il faut que le Rwanda demande pardon. Je l'ai toujours dit. Est-ce qu'il y a Il une, faut que le Rwanda demande pardon. est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour la restauration de paix?
lueur d'espoir, pourquoi pas? Mais je dis que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Au regard des entretiens ou de forums de Doha, par exemple, de rencontres de Doha et les restes, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Ça, c'est. Il n'y a pas de lueur d'espoir si l'on s'en tient au processus de Doha ou de Washington ou de la SADC ou de l'East African Community. Mhm. Je crois que la diplomatie, c'est très bien. Et je pense que le Congo a pu quand même rentabiliser euh, les compétences de ses diplomates. Hein. Mhm. D'abord, la ministre actuelle, elle est quand même très au point par rapport à son travail et par rapport à ses capacités de négociation et d'expression médiatique. Et ensuite, elle a succédé à Lutundula, qui a fait un très bon travail aussi. Vous savez, nous suivons tout ça, nous, hein, au jour le jour. Euh, tout ça, c'est bien. Mais vous avez vu que ça n'a pas changé la donne. Kagame continue à vouloir garder la RDC sous son contrôle. Et de fait, moi j'allais dire, je comprends Kagame. Kagame, c'est un homme qui, s'il quitte le Congo, si son armée quitte le Congo, l'économie rwandaise tombe par terre et de manière irrémédiable. Si Kagame quitte le Congo, le Rwanda tombe en faillite. Parce qu'il a pris goût à une vie de luxe. Il s'est habitué à vivre avec un standing qui n'est pas le sien, qui n'est pas celui d'un Rwanda que nous connaissons. Et puis il a commis tellement de crimes pour pouvoir lâcher comme ça. Il a peur de passer en justice. Il a peur de beaucoup de choses. Euh, il faut qu'il y ait conjonction entre la diplomatie et la force militaire. Mhm. Pour faire partir Kagame, la Mhm. diplomatie seule ne suffira pas. Même la chance que l'on a aujourd'hui qu'il y a une négociation entre la RDC et les États-Unis qui peuvent éventuellement faire pression sur Kagame, Mhm. mais je n'y crois pas non plus. Parce que Kagame a commencé à prendre la tangente. Il vient du Kazakhstan, qui lui a livré des armes modernes. Il est allé en Inde, il est allé à Singapour. Donc il est en train d'essayer d'échapper aux États-Unis. Mais est-ce qu'il le pourra? Si les États-Unis, si la politique du président Trump est vraiment décidée pour faire aboutir le processus de paix et de prospérité à l'est de la RDC et en RDC en général, Mhm. alors Kagame peut accepter de quitter, mais sous des conditions qu'il va imposer. Alors, Mais sans, il faut. sans la RDC, que représente le Rwanda? C'est un petit pays qui peut certainement vivre et survivre, hein, comme à l'époque. Le Rwanda n'était pas, il n'a jamais été un pays riche. Mais les Rwandais sont des grands travailleurs. Les Rwandais sont des grands travailleurs. On a un petit pays surpeuplé, ça il faut le savoir, mais ils vont toujours s'arranger pour cultiver leur petit lopin de terre et survivre. Mais sinon, le Rwanda, vous savez, Rubaya, les mines de coltan de Rubaya, comme vous le savez, elles représentent 20% du coltan mondial. Donc le Rwanda seul, aujourd'hui, qui occupe Rubaya avec son armée et ses supplétifs, exploite 20% du coltan mondial à son profit. C'est le Rwanda qui exploite, qui vend et qui bénéficie des retombées économiques et financières de Rubaya. Donc c'est vous dire, si cela partait, si Rubaya était repris par la RDC d'une façon ou d'une autre, par la diplomatie, par les négociations ou par la force militaire, le Rwanda retomberait là où il était avant 1996. Alors, vous suivez de près l'évolution de la situation sociopolitique en République démocratique du Congo et au Rwanda. Comment analysez-vous le discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui séjourne actuellement euh, à Goma? Vous Il- savez, M. Joseph Kabila, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai beaucoup suivi. C'est-à-dire que je connais plus ou moins. Je l'ai vu d'abord quand il était tout jeune aux côtés de son père. Ensuite, lorsque son père a été assassiné, il est devenu président de la République.
on ne sait par quelle magie. C'est un homme qui a été aussi habitué à la facilité. Savez-vous que Kagame l'avait d'abord, il a pris sous son aile avant 96. Joseph Kabila a travaillé avec Kagame au sein du FPR. C'était un militaire du FPR. Ceux qui connaissent le domaine militaire vous diront, mais Kabila, il était rwandais en ce moment-là, ou alors il était mercenaire au service d'une armée étrangère. Toujours est-il qu'il est parti au Congo avec son père, avec Kabarebe, qui était son, son, son parrain et son entraîneur. Il a vécu sous l'aile de Kabarebe jusqu'à l'assassinat du président Kabila. Mais ce qui nous a étonnés, nous, quand nous avons écouté le président Kabila récemment à Goma, d'abord le fait d'être à Goma, ça nous a beaucoup étonnés et choqués. Parce que Goma est une ville occupée par le Rwanda, par l'armée rwandaise et par ses supplétifs. Donc l'ancien président qu'il est, Kabila, ne devrait vraiment pas aller et se trouver à Goma aux côtés de ces rebelles qui ont massacré des milliers de Congolais dans la ville de Goma et ailleurs, à Bukavu, à Walikale et ailleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a fait un discours qui va au-delà de ce qu'il a pu faire quand il était chef de l'État, avec beaucoup de mensonges. C'est lui qui a créé ceci, c'est lui qui a chassé le M23 en 2012 ou 2013, c'est lui qui a créé l'armée nationale, alors que tout le monde le sait. Joseph Kabila est celui qui, après le départ de Kabarebe, a quand même organisé le brassage et l'intégration des soldats rwandais ou des soldats rebelles du RCD et CNDP au sein de l'armée congolaise. C'est lui qui a infiltré l'armée, en fait. C'est connu, même au Rwanda, ils le savent. Kabarebe parle avec tous ses officiers ou sous-officiers des anciens du FPR, parce que pour la plupart, ils se sont battus au sein du FPR contre le régime du Habyarimana, avant d'être transférés en RDC, au Zaïre, avec Laurent Désiré Kabila. Ce sont des militaires du FPR qui sont aujourd'hui des colonels, des généraux, des majors et autres au sein de l'armée congolaise. Donc, il y a ça, et Joseph Kabila s'est présenté sous une image de créateur d'une bonne armée que le président Tshisekedi aurait désorganisée, détruite, tout simplement parce que avec l'arrivée du président Tshisekedi, il y a quand même eu un coup de balai au niveau de tous ces infiltrés. On ne peut pas les changer tous le même jour. Mais quelque chose a été fait. C'est ce qui facilite d'ailleurs aujourd'hui la communication entre les militaires qui, on nous dit qu'ils sont en train de reprendre, d'avoir une montée en puissance. Mais avant cela, tout ce qui se passait, tout ce qui se disait au sein de l'armée congolaise, lorsque le M23 attaquait, était connu à Kigali le même jour. Kabarebe contrôlait et dirigeait l'armée à partir de Kigali. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui quand même que si tout se passe bien, si avec les accords de Washington et de Doha, on arrive à convaincre Kagame de quitter la RDC, le Rwanda pourrait vivre en paix, se reconstruire autrement, sauf que, en ce qui me concerne, je considère que tant que Kagame sera au pouvoir, l'homme que je connais, Kagame, tant qu'il sera au pouvoir au Rwanda, la RDC ne connaîtra pas la paix. Aujourd'hui, il peut reculer un peu, parce que Trump fait pression, et d'ailleurs, je ne garantis pas cela, parce que quand j'ai écouté le président Museveni à l'ouverture du sommet du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, je me suis dit, ces gens, ils sont en symbiose, ils disent la même chose, ils essaient de culpabiliser la RDC, alors que la RDC est le pays agressé et occupé. Et on essaie de tout mettre sur le dos des autorités congolaises. Donc, peut-être que Kagame va baisser le ton, prendre un profil bas, en attendant le départ de Trump du pouvoir. Parce qu'il a encore beaucoup d'amis dans
le système américain. Et lorsque Trump quittera le pouvoir, peut-être que Kagame va aller voir ses amis en disant, voilà, c'est le moment encore de m'aider, de me suivre pour qu'on aille exploiter le Congo. Ouais, alors que les États-Unis sont capables de travailler avec la RDC pour exploiter les richesses du Congo à leur profit et au profit de la RDC. De toute façon, aujourd'hui, ceux qui critiquent la négociation de Washington, moi, je vais leur dire, en tant qu'analyste et diplomate quand même, ayant suivi une série d'affaires comme celle-là, aujourd'hui, est-ce que le Congo gagne quelque chose dans la partie occupée par le Rwanda? Rien. C'est le Rwanda qui en profite. Donc, si le Rwanda était forcé à retirer ses troupes et que le Congo reconquiert la souveraineté sur le territoire, si les États-Unis pouvaient l'aider à maintenir la sécurité et la paix dans cette région, que le Congo gagne un peu comme on dit, ouais, en Côte d'Ivoire et en RDC, on dit gagner un peu. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Et il n'y aurait plus de massacre des populations, il n'y aurait plus tous ces tracas dans la région. Et je pense que c'est la meilleure solution. Dans l'immédiat, s'il y a un accord gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis pour restaurer la paix et la souveraineté nationale, ce serait l'idéal. Après, on verrait. Merci. Après, on verrait. Merci, monsieur Jean-Marie Ndajijima. Ndajima. Dagijiman. Na. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères au Rwanda. J'ai surtout été ambassadeur En pendant de minute. longues années quand même. Et ministre, c'était très passager. Mhm. Ça ne m'a même pas plu parce que j'étais avec justement ces gens venus d'Ouganda qui voulaient tout chambarder, tout détruire et qui ont finalement détruit notre pays et la RDC et le Burundi parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Aujourd'hui, Kagame Prochainement, menace d'attaquer le Burundi. Voilà. prochainement, on aura un autre rendez-vous parce que On aura d'autres rendez-vous, euh, à la cher fin Raphaël Walkonka. chrétien. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité, hein. Merci beaucoup et surtout que nous apprécions ce que vous faites. Mais moi aussi, je suis le travail de votre chaîne ou de vos chaînes. Vous faites un très bon travail, avec professionnalisme, sans afficher quelques partisaneries que ce soit, parce que c'est ça aussi les qualités d'un bon journaliste. Merci. Et nous l'apprécions. Nous, Merci. parfois, puisque nous vivons les séquelles de l'occupation directement, nous avons vous savez, nous avons des parents à Bukavu, à Goma, qui sont sous l'occupation. Des parents, hein. Et parfois, on est obligé de prendre parti parce que nous considérons que